Est-ce que Alex Pereira est le nouveau visage de l'UFC? Bah écoute, de l'UFC peut-être, du jeu vidéo j'espère pas, vu les malheurs qui ont les nouveaux visages sur les jeux vidéo UFC. Mais de l'UFC peut-être. En tout cas, je pense qu'il est en train de le devenir. Ouais. Ok, on va parler de Alex Pereira, la suite pour lui et toutes les options qui sont logiques ou possibles ou celles qu'on espère en tout cas juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec une Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, en partant du principe que Alex Pereira est potentiellement le visage de l'UFC, est-ce qu'on doit partir du principe que le plus gros combat qu'on puisse organiser aujourd'hui est contre John Jones? Ah bah pour moi oui. Hein. Enfin, pour moi c'est vraiment le combat à faire contre, pour beaucoup le GOAT de l'UFC, tu vois. Ouais. Pour moi c'est On vraiment le aurait un combat. peu le... Parce qu'en fait, ce qui bloque pour l'instant, j'ai l'impression, c'est que l'UFC est vraiment coincé sur ce GOAT contre GOAT poids lourd. Ici, on aurait potentiellement GOAT MMA contre GOAT sport de combat. En tout cas, en cas de victoire de Pereira contre Jones, c'est indéniable. Pereira serait le GOAT des sports de combat. Pour l'instant, c'est Cerudo. Ouais, je pense que le problème du GOAT poids lourd pour l'autre combat qu'ils veulent organiser, moi, je trouve que, enfin voilà, tu vois, dans la sphère MMA, Stipe Miocic, GOAT poids lourd, c'est pas tout le monde, C'est pas un ouais, fait. enfin c'est pas un fait. Je sais pas, c'est pas quelque chose de très marquant, tu vois. C'est pas le poids lourd. Tout le monde se dit, ce mec-là est incroyable. Ou ton combattant préféré c'est qui? Personne va dire, ah, c'est Stipe Miocic, tu vois. À l'époque, moi. Oui, parce que tu lui ressembles un peu ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais t'es bien le seul, tu vois. Euh, De nouveau. non, je pense qu'on est plutôt, et pareil, pour le GOAT sport de combat, je pense qu'on est plutôt GOAT MMA contre GOAT MMA en devenir. Voilà. Hmm. Je pense que, voilà, qu'il était champion du Glory, c'est très très bien, c'est une bonne chose, mais là, il est en train d'effacer. C'est un fait, hein, c'est sûr. Mais on oublie, on est en train de se dire, mais ce mec-là, il va peut-être détrôner le GOAT du MMA s'il devient champion dans 3 catégories, tu vois. Ah ouais, ça va être difficile de contre-argumenter là-dessus. Je vois que tu te mets en mute, il y a la fête chez toi, ça klaxonne. On est, on est mardi matin. Il y a probablement quelques Français qui sont dans les alentours et qui continuent de klaxonner sur leur victoire de hier. Euh, Avant de parler de Jones contre Pereira, on va essayer d'être le plus réaliste possible. On va parler des options pour Pereira aujourd'hui en tant que champion. Quel pourrait être son prochain combat? Donc évidemment, Jones est une option et selon nous, on va argumenter peut-être un peu plus tard pourquoi la meilleure option ce serait Jones. En tout cas, en tant que fan, c'est le combat qui nous exciterait, qui nous intriguerait le plus. On a forcément dans sa division Ankalaev, Blakovic, la revanche. Ou bien il doit attendre que potentiellement Israël Adesanya récupère son titre contre Dricus du Plessis et faire la trilogie MMA contre Israël Adesanya en light heavyweight, ce qui serait aussi un très gros combat. Mais voilà, des 4 options que je viens de citer, moi, il n'y a pas de débat. C'est Jones qui m'intéresse le plus. Oui, bah, je t'avoue que moi aussi, hein, c'est Jones qui m'intéresse le plus. Sportivement parlant, on pourrait dire quand même qu'Ankalaev, c'est le gars qu'il doit affronter pour la prochaine fois. Maintenant, le, Mhm. le contre-argument, je me suis posé la question pourquoi Ankalaev n'a pas combattu le week-end dernier, tu vois. Pourquoi il n'a pas combattu pour la ceinture en last minute pour sauver la carte. Et pour moi, ça, c'est un peu un contre-argument sur le prochain combat. Euh, Tu penses qu'ils lui ont proposé et qu'il a refusé et que du coup c'est un je trouve contre-argument ça ou que bizarre. Je trouve ça bizarre qu'il ne lui ait pas proposé, tu vois. Mais je, bah, moi la raison pour moi la raison pour laquelle il ne lui aurait pas proposé, on ne sait pas si s'ils lui ont proposé ou non, c'est tu devais remplacer McGregor contre Chandler. Et je pense que Pereira contre Jiri Prochaska vend beaucoup plus que Pereira contre Ankalaev. Ankalaev, pour moi, il a ses fans qui sont très engagés, mais il fait pas de chiffres. ouais. Personne,
désolé, hein, j'essaie d'être factuel. Ceux qui sont fans de Ankalev, vous avez totalement raison, c'est un très très bon combattant. Mettez vos émotions de côté. Est-ce que les gens sont intéressés par ces combats? Hmm. Non, non, c'est sûr. Peut-être qu'il garde Ankalaev pour plutôt Abu Dhabi, tu vois. Parce que là, c'est clair Ouais. qu'ici, il compte pas sur les pay-per-view. Il compte sur la prime c'est quoi, Riyadh Season, c'est ça, non? Abu Dhabi, Abu Dhabi, non. c'est Hein. qui paye l'événement? Turquie, c'est Riyadh Season, ça c'est Arabie Saoudite, mais Abu Dhabi, l'UFC, il va une fois par an, maintenant peut-être 2 fois par an. Mais je crois que là aussi, bon, c'est le même principe, quoi. Il y a de l'argent qui vient pour que lui, enfin, Qui compense l'argent rentre de l'UFC pour aller et qui sur place, compense les pay-per-view. On est d'accord, hein. et qui Ouais, ouais. compense les pay-per-view. Ouais. Donc oui, peut-être, peut-être. En tout cas, sportivement, pour moi, ce serait Ankalaev pour nettoyer la catégorie. Mais Ouais. enfin voilà, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, personnellement, le combat que j'aimerais voir pour Pereira, parce que bah il y a tout ce qu'il y a autour, hein, l'histoire, qui s'écrit. Et pour moi, ça serait ouais John Jones d'office. Et pour moi D'autant, le poids lourd le plus accessible en plus. Donc c'est une pierre. Ah oui, oui. Pour moi, c'est une pierre deux coups. Tu champion dans 3 catégories différentes, battre le GOAT et en plus le combat pour moi le plus accessible. ouh, on va partir très rapidement sur ce sujet. Du Or, coup, c'est clair, hors c'est clair. Ankalaev, Bon, peut-être pas hors Ankalaev. Quand même. Ah, ok, tu veux dire le plus En poids accessible lourd. parmi les 4. En Ok, poids ok, lourd. ok. Ah, en Mm, poids lourd. mm. Ok. Plus accessible que tu Ivasa? Non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Euh, ouais, donc pour Nkalev, je suis d'accord. Sportivement, c'est le choix à faire. Maintenant, on connaît l'UFC. Et alors, il y a aussi un argument qui s'ajoute par rapport au combat contre John Jones. Pour moi, c'est le côté temporalité. Nkalev, je pense pas qu'il va prendre sa retraite dans les 3 ans qui arrivent. John Jones, je pense pas qu'il lui reste plus que 2 combats. Il lui reste maximum 2 combats. Donc, si tu veux faire le combat, je vais pas dire du siècle, mais le plus gros combat que tu peux organiser aujourd'hui, peut-être à l'exception finalement de ce retour de McGregor, l'UFC peut pas prendre de risque, peut pas se dire non, on va quand même faire Jones contre Stipe et puis Alex Pereira contre Ankalaev et puis si les deux gagnent et que Jones ne prend pas sa retraite, alors on a évidemment si c'est ce scénario-là, c'est encore un combat stratosphérique au possible. Mais quelle est la probabilité que les deux gagnent et qu'en plus de ça, Jones ne prenne pas sa retraite? C'est très faible. Donc pour moi, l'UFC doit faire des pieds et des mains pour que celui-ci arrive. En plus, les rumeurs, c'est que John Jones reviendrait au Madison Square Garden en novembre, ce qui est une bonne date selon moi entre l'écart du combat qu'on vient d'avoir pour Pereira. Il n'a pas besoin de se construire en tant que poids lourd. Je pense que hors combat, il doit être au-dessus de 110. Oui, je pense, hein. Donc John Jones, c'est aussi un ancien light heavyweight. Physiquement, il était poids lourd contre Gann, mais c'était pas non plus le poids lourd qui allait s'imposer par son poids. Il s'est imposé par sa technique. Ouais, pour moi, ça fait sens. Donc maintenant, on va directement transiter sur. C'est le combat le plus accessible. On va peut-être garder ton explication sur la fin du podcast. Comme ça nous fait un teasing. Ça nous permet aux gens de regarder longtemps la vidéo. Profitez-en pour commenter avec votre prono si le combat a lieu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de qui est qui. Alex Pereira, on vient de faire une grosse analyse de lui la semaine passée. Donc, on va commencer par John Jones. Comment est-ce que tu décris John Jones en tant que combattant, force, faiblesse, je sais pas s'il y en a beaucoup à énumérer, mais habitude ou ce genre de choses. Jones, c'est difficile de le décrire parce qu'il a une réelle évolution dans toute sa carrière. Si je devais le décrire avec quelques mots, je pense que je dirais que c'est un combattant stratège et vicieux, tu vois, je pense. En 2 mots. Avant que tu le dises, j'avais vicieusement intelligent comme double mot dans ma tête. Mais voilà, si on le décrit plus sur l'aspect sportif, c'était un très bon lutteur de Greco surtout, et qui a développé un striking MMA, je pense, qui a influencé ouais, toute une génération, tu vois. Toute une génération, et enfin voilà, c'est vraiment, il a ramené quelque chose de complètement nouveau, il a ramené de la créativité dans le MMA, il a ramené ouais, pour moi, il fait partie des gens qui ont amené un petit peu une révolution dans la manière de combattre. Tu vois. Ouais.
Et dans l'approche aussi Et du dans MMA, l'approche je du trouve. Sur l'approche intellectuelle du MMA et le côté cérébral, clairement. Un truc aussi qu'il faut souligner, c'est son frame, ouais. sa morphologie, et il exploite très très bien sa morphologie. Hier, je me suis amusé à essayer de regarder quelques combats où je me disais, ok, là il a été motivé, là il n'était pas motivé, là il a été motivé, là il était pas motivé. S'il doit combattre contre Pereira, il faut partir du principe qu'il sera motivé, et un John Jones motivé, défensivement, c'est difficile de le toucher. Il est très bon défensivement. Mm. Il a une excellente gestion de la distance. Et dès que tu rentres dans une distance dans laquelle il peut te toucher, il va te toucher avant que toi tu le touches. C'est vraiment ça sa stratégie. J'avais fait une analyse, c'est au moment où il devait combattre contre Gann. J'avais regardé tous ses combats d'affilée. Et en fait, en pied-point, il contre quasi jamais. Il cherche jamais le contre en pied-point. S'il cherche à contrer, c'est plus de la lutte réactive, ou alors c'est te toucher avant même que tu aies envoyé ta frappe. Mais tu vas rarement le voir bloquer, contrer, esquiver, contrer, faire un contre synchronisé. C'est un truc qu'il fait très rarement, et je pense que ça, c'est voilà, quand on parle de force et faiblesse, c'est pas une faiblesse, mais c'est un point que tu dois souligner dans ton analyse quand tu abordes un combat contre John Jones. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que quand on y pense, il cherche très très peu les contres. Ouais. Ouais, face au mur, il va le faire. Par exemple, le coup de coude retourné dans le premier combat contre Gustafsson, c'est un contre en pied-point, mais c'est l'un des rares qu'il envoie, et c'est peut-être pour ça que ça touche si bien, c'est que à partir du moment où tu t'en rends compte en tant que combattant, j'attaque, il veut que me contrer en lutte, il vient me clincher, mais il vient jamais connecter en pied-point, et puis ça peut te surprendre les rares fois où il le fait. Contre en anglaise, hein, parce que sur les low kicks, il aime bien contrer avec son bras arrière, tu vois. Descendre, saisir la jambe, frapper. Ouais. C'est quelque chose qu'il a utilisé contre Cyril Gane et puis contre d'autres adversaires avant. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Et alors, comme tu l'as dit, il y a le côté vicieux, c'est prêt à tout pour gagner, prêt à utiliser des techniques qui peuvent blesser, prêt à se laisser avertir par l'arbitre pour les doigts qui vont vers les yeux. En fait, c'est comment dire ça? Il connaît parfaitement les règles. Et donc, les règles, c'est un cadre. Depuis Matamil, Ouais. depuis après Matamil. Ouais, voilà. Je pense que là, il a pas bien compris la règle, tu vois. Mais il connaît parfaitement les règles et puis il va toujours à la limite. Il joue sur le cadre des règles comme un enfant, tu vois. Tu dis, tu restes dans telle zone, tu vas pas plus loin que la barrière et ils sont en train de jouer sur la barrière, tu vois. Et t'es là, tu vois, c'est très très agaçant. Mais il fait la même chose. Donc avant que les arbitres commencent vraiment à sanctionner les doigts devant les yeux, eh bien, il avait toujours les doigts devant les yeux. Il va chercher les stop kicks dans les articulations. On l'a vu. Alors ça, c'est assez étrange, mais contre Rampage. non, pas contre Rampage. Oh là là, excusez-moi sur les noms. Le coach de Pereira. Texera. Il va chercher Ouais, l'Americana debout là. Ouais, une sorte de torsion de coude, donc blessé sur le coude avec des coups secs. Ça, étrangement, pour moi, ça devrait être interdit parce que normalement, en grappling, en tout cas, sur les soumissions, elles doivent être contrôlées pour laisser le temps à l'autre de taper, tout simplement. Alors, je sais pas même comment ça se passe là-dessus. Mais tu peux pas normalement mettre des coups secs sur une clé, tu vois. Dans les règles, c'est pas écrit que c'est interdit, mais c'est vrai que d'un point de vue un peu plus éthique, tu vas pas pour casser, tu vas pour faire abandonner. Et effectivement, si le gars n'abandonne pas, c'est là où tu fais une Frank Mir, où tu donnes le petit coup supplémentaire, quoi. Ah, bah écoute, voilà. Donc cette règle-là, où il y a une sorte de flou, bah, il va être dessus. Il va être vraiment à chaque fois, dès qu'il y a le moindre flou. Et c'est pour ça aussi qu'il a été un petit peu révolutionnaire et qu'il a apporté une touche, c'est qu'on, avec les arbitres, ont dû aussi se repositionner. Il a été question à un moment, est-ce qu'on autorise les stop kicks dans les genoux? Ils ont été interdits, je vois par exemple en novice et amateur. Ils sont interdits en tout cas en Belgique, tu vois. Mais avant, il n'y avait pas cette question-là parce que personne ne les utilisait. Il a débarqué, il a montré, voilà, là, il y a un flou. Et, les règles du MMA ont évolué grâce à, entre autres, ou à cause de, grâce. Grâce. Mais en tout cas, c'est vraiment pour expliquer pourquoi on le voit comme un stratège, pourquoi on le voit comme quelqu'un de vicieux. Et puis sur l'intelligence de combat, le stratège, hein, bah, tout le monde l'a. Si vous avez suivi le combat qu'il a fait contre Cyril Gane et que vous avez regardé un petit peu les vidéos d'avant, il étudie vraiment, hein. Il regarde tout, il en parle, il dit qu'il analyse, il sait exactement comment il réagit, presque de manière, comment on pourrait dire ça, obsessionnelle, tu vois.
Ouais. Ou- Ouais, ben en fait, sur le peu de temps qu'a duré ce combat, et on va peut-être en parler un Mhm. peu plus tard, mais tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit Ouais. faire contre Cyril Gann. Il met la pression, il cherche à casser les Mhm. bases, il cherche à réduire ses mouvements, et il est très réactif dans les entrées en lutte. Et dès qu'il est dans la séquence de lutte, il veut pas Ouais. lâcher. Alors oui, Cyril fait des erreurs, c'est clair, mais ça n'enlève aucun crédit à ce qu'a fait Jones, parce qu'il faut savoir capitaliser sur les petites erreurs qui ont été faites par Cyril aussi. Donc, Ben, je t'avoue que tu vois, j'ai regardé à nouveau le combat parce que je pense qu'on l'a vu tous pas mal de fois, mais peut-être que la mhm. dernière séquence. Et effectivement, je pense que, enfin, je ne pense pas que ce soit Cyril qui fasse des grosses erreurs. Je pense que Pas des grosses, John mais Jones, c'est des portes. ouais, Ouais, ne fait aucune erreur et c'est a ça. exploité même Porte ouverte. les défenses de Cyril Gann d'aller à la cage, par exemple. Vite, tu vas à la cage, tu vas t'asseoir pour pouvoir te relever. Eh bien, tu le Mhm. vois il a parfaitement suivi son geste. Une fois qu'il s'assoit, eh bien, lui s'assoit par-dessus pour prendre cette monte assise. C'est-à-dire que il a suivi le game plan pour se relever, Cyril Gann. Mais sauf que Jones Mhm. savait exactement ou a parfaitement adapté sa manière de combattre pour pouvoir trouver cet étranglement, tu vois. C'est clair. C'est Mm. clair. Mais ça me fait un peu penser justement à la revanche contre Gustafsson. La séquence de finish, c'est aussi des petites portes ouvertes qui sont laissées par Gustafsson. Donc c'est Mm. vrai que le mot erreur est peut-être pas le bon mot, mais il y a des mini portes ouvertes qui sont laissées par Gustafsson et John Jones capitalise Ouais. directement dessus. Et Cyril Gann, c'est un peu pareil. Il envoie un direct plongeant, c'est pas une erreur, mais c'est une porte ouverte sur laquelle Jones capitalise Ouais. directement. Après son direct plongeant, le même soir, on a eu le cas entre Jeff Neal et Shavkat Rakhmonov. Normalement, si tu envoies un direct plongeant et que tu sens ton adversaire qui va vers ton dos, tu recomposes ton underhook très rapidement. Là, il le fait pas. Et au moment où Cyril veut repasser son coude entre leurs deux corps, ben, Jones est déjà dans son dos. Donc, ouais, il Ouais. y a un petit temps d'avance. Après, Il y a un petit après, temps tu vois, d'avance chez ça, John Jones. tu peux dire que c'est une erreur, mais si tu repasses ton bras et que le gars, il vient te soulever avec un body lock, il te met au sol, il est en side. Donc c'est vrai que là, depuis quelques temps, on a quand même une stratégie où tu as raté ton coup, le gars vient de saisir en body lock, tu te retournes et tu t'occupes d'enlever les mains. Tu vas à la cage, tu t'occupes d'enlever les mains. On va parler de Pereira, mais Ouais. en tout cas, c'est le système défensif qu'il fait. C'est celui que pas mal de coachs très avancés commencent à conseiller, influencés par la lutte, tu vois. Mhm. Et donc, c'est clair que tu as des systèmes défensifs qui existent. Tu vas passer ton overhook avec un risque de te. Enfin voilà, certains vont te dire c'est ce qu'il faut faire. D'autres vont te dire ouais, mais si tu te mets au sol, t'es en ça et t'es bien coincé. Et dans tous les cas, tu as un système défensif, c'est comme un bouclier. La forme est différente, mais il y a toujours une possibilité d'ouverture, tu De vois, contourner. de Ouais, ouais. contourner. Tu passes en haut, tu passes en bas. Donc voilà. Et c'est là justement la force de John Jones dans cette séquence. C'est que je pense que l'intention de Cyril, c'était de recomposer avec pas le overhook, mais le underhook, revenir par en dessous. Ouais, ouais. Et Jones est dans son dos, il a même pas le temps d'aller travailler les grips, tu vois, il est déjà au Bah, sol. Genre Jones prend son dos et il le crochette ouais, ouais. directement vers le sol. Donc il y a même pas le temps Non, d'aller mais vers le deuxième système, le système défensif plan mm, B. mm. Mais ça veut Donc dire qu'il c'est, aurait pas eu le temps non plus de mettre le bras, tu vois. Mm. Faudrait ouais, qu'on revoie. Mais ouais. pour moi, si tu veux, sur ce moment-là, c'est difficile de dire ah, il aurait dû faire ci, tu vois. C'est-à-dire que Bien il y a sûr, eu oui, un oui. choix, il y a eu un choix de défense qui a été fait, qui a été bloqué entre guillemets par Jones, notamment avec son Apple Mhm. Mat Return là, tu vois, quand il le remet au sol. Il y a eu un choix défensif qui était d'aller à la cage à quatre pattes. Donc il y en a plein qui le font et qui réussissent, tu vois. Jones Mhm. a fait un gros travail où il reste sur la jambe arrière, a crocheté, et là pour moi il n'a pas Ouais. fait d'erreur. Et là on voit où il est vraiment très bon, c'est qu'il sait comment fonctionne ce système défensif. Si tu lâches le contrôle de cheville, il va pouvoir se rapprocher de la cage, recréer de l'espace, retrouver de l'espace. Et là il a gardé, et il était uniquement occupé à aller chercher le poignet de l'autre côté, tu vois, Le poignet opposé. Voilà. croisé. Et puis quand il n'a pas réussi à Il a l'avoir pris parce la qu'il était jambe, trop loin, il est venu chercher l'autre ouais. cheville Et et puis ouais, ouais, c'est et magnifique. donc tu peux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un mec qui a fait de la lutte universitaire, qui sait ce qu'il fait, quoi. Donc même un avancé, Mhm. même un très bon lutteur, il aurait peut-être pas réussi à se relever. Mm. Ouais. Bah, il a déjà prouvé, hein. John Jones a déjà prouvé que sur des bons C'est lutteurs, des sur des bons champions grappleurs, il olympiques, était hein. capable de les battre dans leur Ouais. domaine. Après, c'est son domaine aussi, mais Non, enfin, vous mais voyez ce que je veux dire. il était pas ouf hein, en tant que lutteur universitaire. Il a bifurqué vers la lutte gréco-romaine, c'est pour une raison, hein. C'est pas le Mhm. premier choix, la lutte gréco
aux États-Unis. Quand tu vas en lutte gréco, c'est parce que tu n'arrives pas à percer en folk style ou en freestyle et que il y a beaucoup moins d'opposition. Donc il y Ouais. avait cette raison-là. Après, voilà. Ouais, t'en avais déjà parlé quand on avait fait un épisode sur Bunny Cal, Mm. Alors, de cette ouais, transition. je dis pas que les lutteurs de gréco sont moins bons, mais c'est clair qu'il y a, en tout cas aux États-Unis, il y a une sélection qui se Mhm. fait. La discipline, celle qui est la plus appréciée, c'est le folk style pour l'apprentissage, et le freestyle. Tu deviens champion olympique de freestyle, bah, beaucoup plus médiatisé que si tu deviens champion olympique de gréco-romaine, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr, ouais, c'est clair. D'ailleurs, je sais pas te citer un lutteur gréco. Alors que des lutteurs freestyle, on sait Ouais, facilement en citer ouais, beaucoup c'est une plus. réalité. Euh, ouais, on a fait un bon tour sur John Jones. Maintenant, Pereira, est-ce que on rappelle vite fait? Ah, mais en fait, tu sais quoi? Mm. Tu sais ce qu'on va faire. T'as pas pu être présent pour le 6e round parce que t'allais coacher ton équipe. Je l'ai fait avec Aldric. Bah, du coup, exprime-toi un peu sur le combat. Parce que comme on a fait l'analyse Pereira contre Prochaska, on avait déjà élaboré son profil force et faiblesse. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo, a priori, ils ont vu la précédente et ils connaissent notre avis sur la façon de décrire Pereira. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat de Alex Pereira contre Jiri Prochaska? Euh, Bah écoute, je fais un retour, mais qui va pas forcément trop concerner Alex Pereira, tu vois. Moi, sur l'analyse, on a dit Alex Pereira, moi je le voyais gagner dans le 3e ou 4e par KO, et mais je m'attendais pas à ce que Jiri vienne faire ça, tu vois. On en avait parlé, on s'était dit, bah Jiri, il a le chemin pour la victoire. Est-ce qu'il va être suffisamment intelligent pour le prendre ou pas, ou est-ce qu'il va être persuadé qu'il est capable de le battre debout? Et... Enfin voilà, tu vois. Donc moi, j'étais plutôt, enfin, très très content de la prestation d'Alex Pereira. J'espérais le voir gagner, clairement. Mais par contre, je m'attendais à un peu plus de lutte et de sol, tu vois. Stratégie? Ouais, Ouais, de stratégie du côté de Jiri. ouais, clairement, pour moi, Il y a une réelle tentative qui est bloquée à la cage. ouais, ouais. Mais bon. Donc non, Alex Pereira, pour moi, il a été, alors, ouais, fidèle à ce qu'il fait habituellement. Bon, ce switch high kick, c'est nouveau, tu vois. C'est, il nous a surpris, je pense tous. Le... Ouais, Jiri le premier. Mais bon, il s'était fait surprendre, tu vois, le check hook, fin du premier round, le knockdown, où je pense que Jiri, il était persuadé qu'il venait de perdre, hein. Parce que le Ouais. combat est arrêté pour le round, et lui, il dit non, non, c'est bon, je suis encore là, viens, viens, et tout. Et en fait, le temps qu'il a eu là-bas, je pense qu'il était persuadé qu'il avait perdu, tu vois. Ouais. Mais ce switch high kick, il est waouh, il est phénoménal, phénoménal. La vitesse d'exécution. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est impressionnant. Non, non, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, donc je pense que ça, en tout cas pour Alex Pereira, je ne pense pas que ça nous ait appris grand-chose de nouveau en soi. Je pense pas en plus qu'il ait fait énormément d'adaptations sur ce combat-là. Et il était plus entreprenant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Il a un peu plus, enfin, il a plus engagé l'action que dans le premier combat. Et on en avait parlé dans notre analyse qu'il y a eu 2 moments du premier combat où il était pendant 30 secondes un peu plus dans l'initiation de l'action et ça avait bien fonctionné pour lui. Et donc on se demandait s'il allait mettre un peu plus la pression, être un peu plus entreprenant ou continuer à absorber ou faire comme dans le premier combat, un peu un mix des deux. La réalité, c'est qu'il a continué à faire un mix des deux. D'ailleurs, le check hook du fin de premier round, c'est vraiment en reculant, donc en absorbant. Mais je trouve que proportionnellement, il a été un peu plus entreprenant que dans le premier, et ça a bien fonctionné pour lui. Clairement, clairement. Et puis c'est impressionnant la puissance de frappe qu'il peut dégager, même même en se mettant en retrait, avec une frappe qui lui arrive dans le visage. C'est assez phénoménal. Ça serait intéressant de voir au niveau de sa précision sur les check hooks à combien il est, parce qu'il passe pas à chaque fois hein, son check hook. Hein. Ouais, Enfin, il ne passe forcément. pas à chaque fois, dans le sens où, là, je regardais certains combats, je me disais, comment tu peux appréhender le striking avec lui, avec cette précision sur son crochet avant, tu vois. Bah, c'est un peu comme mes blagues, tu vois. Elles passent pas toutes, mais quand elles passent, c'est exceptionnel. Et c'est pareil, son crochet avant, il passe pas tout le temps, mais quand il passe, c'est fin de combat. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a trouvé la bonne comparaison. Exactement. Et donc, pour te préparer à mes blagues, c'est un peu compliqué, tu vois. Ça vient un peu n'importe quand, n'importe comment, avec une qualité différente. Et puis, voilà.
Mais ça surprend toujours un petit peu. Voilà. Ça surprend toujours un petit peu, ouais. Mais d'ailleurs, dans le premier round, le Tchéco qui met le knockdown, c'est pas le premier Non. qui surprend, mais c'est le premier qui touche clean. Je pense qu'il y en a eu deux plutôt qui touchent que, tu vois, ça a un peu bloqué ou ça touche pas avec la meilleure des précisions, mais tu sens quand même que, ok, c'est un Tchéco bien puissant, quoi. Mais je crois que C'est pas ceux de ton partenaire d'entraînement qui te les envoie pour que tu t'entraînes et que tu t'habitues visuellement à les recevoir. Mais je crois surtout que quand il les frappe, peu importe la position dans laquelle, il utilise vraiment tout son corps, tu vois. Il y a vraiment un Ouais. engagement. Il va jamais ouvrir l'épaule ou quoi que ce soit. Bon, c'est comme s'il frappait. Alors il y a pas mal de coachs hein, qui l'enseignent comme ça et qui expliquent que tu dois frapper avec ton épaule. Donc le bras ne bouge plus, tu vois. T'es ici, tu mets ton crochet et tu viens. C'est comme si tu voulais frapper avec ton épaule. Et Ouais. je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait Alex Pereira. Quelqu'un qui va Mhm. frapper comme s'il voulait pousser quelque chose avec son épaule au moment de l'impact, tu vois. Et je pense que, je sais plus si c'est dans les commentaires, dans nos vidéos ou pas, mais quelqu'un avait expliqué que la puissance qu'il est capable de générer sur cette frappe avec peu d'amplitude, parce que tu vois, il n'ouvre Non. pas son crochet, ça vient potentiellement du tir à l'arc. Le fait d'être constamment en gainage dans cette position-là. Ouais. J'ai essayé de retrouver. Ouais, J'ai je essayé sais de pas, je retrouver. sais Je crois pas. ou alors c'était un Anglais qui avait fait une analyse de ça, un kiné, je sais plus trop, mais ça avait l'air d'être d'avoir du bon sens. Ok. L'argument avait l'air d'avoir du bon Alors, sens qui justifiait sa puissance de frappe sur ce crochet, alors que il y a aucune amplitude, il télégraphe pas, ça part directement vers la cible, mais ça frappe beaucoup plus fort que non, ce que c'est tu as sûr. l'impression visuellement. Alors la question du tir à l'arc, c'est l'arc, c'est un outil, tu vois. Mais oui, effectivement, quand tu viens frapper avec ton épaule, moi je pense plutôt que c'est lié à son gainage, qui peut être lié à l'entraînement au Mhm. tir à l'arc. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment des épaules qui sont capables d'être très gainées et de pouvoir bien Mhm. transmettre la puissance générée par son corps, tu vois. Ouais. Forcément, hein, si t'as pas d'épaule ou si t'as vraiment une faiblesse au niveau de l'épaule, au moment de l'impact, eh ben, toute l'énergie est dispersée. Ouais. Du fait que les muscles ne la transmettent pas bien, tu vois. Ouais, d'office. Exact. D'office. Comment ce combat se passerait? Donc déjà, si l'UFC on va faire une hypothèse d'abord. Donc hypothèse novembre, fin novembre, Madison Square Garden, main event évidemment. Bon, je pense que si le combat s'organise, moi j'ai directement des frissons. Je suis ultra content que ça tombe sur ce choix-là au niveau de l'UFC. Comment est-ce que tu vois le combat se produire? On va commencer de cette manière-là. Quel serait Ouais, d'abord les game plans. Ouais. À la place de John Jones, comment est-ce que tu aborderais le combat? Alors, comment j'aborderai le combat? Ben, je pense que déjà ce qu'on peut attendre de John Jones, c'est qu'il va étudier Alex Pereira, il va le disséquer, il va regarder toutes les vidéos. Ça, là-dessus, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que le fait qu'il soit beaucoup moins régulier dans ses combats, qu'il soit un peu stressé. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il choisit un peu plus ses combats. Je pense qu'il va arriver Mhm. extrêmement bien préparé et qu'on ne peut plus se baser sur les périodes où il était moins motivé, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Donc, même si certains disent, ouais, la montée en poids lourd, est-ce qu'il va être aussi performant et tout, moi, je le pense plus dangereux. Je le Moi pense aussi. plus dangereux. Et dans le fait de disséquer, eh bien, voilà, je le vois suffisamment intelligent pour se dire, comme il l'a fait avec Cyril Gane, je vais le mettre au sol, je vais le mettre Mhm. TKO devant tout le monde, et ça va pas durer un round, parce que c'est moi le GOAT. En tout cas, personnellement, si j'étais lui, c'est ce que je me dirais dans ma tête, tu vois. Ouais. Et pour ce faire, si tu regardes les combats de Alex Pereira, euh, l'endroit où il est le moins à l'aise, c'est au sol. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant sa défense de takedown, il faut voir comment elle fonctionne. Et donc moi j'ai regardé tous les takedowns tentés, tous les takedowns réussis. Et il y a quand même quelque chose qui arrive, c'est que le seul takedown où il y a 100% de réussite, c'est le single leg avec la tête à l'extérieur. C'est pour moi, c'est le plus difficile à obtenir normalement. C'est le plus, enfin voilà. Normalement, single leg tête extérieure, c'est facile à défendre, tu vois. C'est vraiment facile à Ouais. défendre. C'est extrêmement compliqué d'obtenir. Mais en tout cas, chez lui, ça fonctionne bien. Je suis remonté donc sur tous ses combats parce il en a défendu.
Il y a eu dans les tentatives des tentatives avec des body lock. Je crois qu'il n'y en a Mhm. aucun qui a fonctionné sur les tentatives de mise au sol avec body lock, si ce n'est celui avec Adesanya, mais je le comptabilise pas parce que c'est un contre d'un takedown foiré de Pereira. Presque il le Ouais, donne. ouais, Enfin ouais. voilà, tu vois, il est là et puis il passe sa jambe au-dessus et puis bah, il se fait soulever. Voilà. Donc je le compte. Il ferait pas ça contre Jones. Je ne pense pas, je ne pense pas. Mm. Mais en tout cas, sur le nombre de tentatives, quand tu regardes les combats, je crois qu'il a affronté Bruno Silva ou un truc comme ça, qui a tenté beaucoup Ouais. de body lock. Il n'y en a aucun qui est passé. Il y a eu des power double leg aussi avec Bruno Silva. On va chercher les deux jambes. Mais alors, je les comptabilise pas réellement parce que derrière, on a eu un Alex Pereira qui a su se relever assez facilement. Mais l'amener au sol a Ouais, mais ça complété. sert à rien. Il tombe les fesses au sol, c'est comptabilisé dans le scoring officiel, tu vois, dans les stats. Mais Mhm. derrière, il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Il n'y a pas de Ça- contrôle derrière. Maintenant, allez, Jones, en étudiant Bruno Silva, il va aussi pouvoir se dire, OK, bah, Bruno, il a merdé là, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi Peut-être, à garder un peut-être. contrôle derrière. Il pourrait se dire, le blast double, il le fait pas trop mal, Jones, encore. J'ai quelques Ouais. images de lui où je le vois bien partir dessus et l'obtenir. Et après, c'est une question de est-ce que je peux le contrôler derrière? Et je pense qu'il peut dire, OK, si j'ajuste ça et ça, moi, j'ai mon contrôle Mm. derrière. Alors, pour moi, hein, le takedown qui a été le plus efficace, c'est le single leg, tête extérieure, et quand il part sur ce qu'on appelle high crush, donc avec le IC, où tu vas avoir ton grip qui est au niveau de l'aine de la jambe. Et il se fait soulever, et puis bah, il se fait mettre au sol. Et pourquoi il fonctionne bien? Parce que dans la mise au sol, une fois que l'adversaire l'a mis au sol, il est directement en position bien haute. Alors que sur Mhm. un double leg, bah, tu as la tête au niveau de la hanche, et c'est pour ça aussi qu'il a su se relever en reculant jusqu'à la cage, en tournant le dos, en se relevant. Tu vois. Mm. Donc effectivement, hein, je pense que le double leg, il peut l'utiliser, mais en tout cas, c'est autant de... euh, je vois en tout cas pour le game plan une mise au sol stratégique comme ça. Blakovic l'a utilisé, le single leg tête extérieur. Il a eu ce premier round assez facilement. Il a eu ce dos. Et je pense sincèrement que Jones sera bien au-dessus de ce qu'a fait Blacko, ouais. Blakovic, quoi. Pourtant, parce que les gens disent, ouais, Alex Pereira n'a jamais affronté de grappleur, etc. Bon, il n'a pas affronté le grappleur gros niveau, mais Blakovic, il a quand même un grappling bien sous-estimé. Hein. Bah écoute, ouais, Blakovic a un grappling sous-estimé, mais là je regardais sur ses deux premiers combats qu'il a fait, Alex Pereira. Pour moi, l'UFC, on a toujours dit, ouais, il a été protégé, etc. Mais si tu regardes, les deux premiers, c'est des gars qui ont voulu lutter, hein, le lutter et le grappler. Ouais. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Donc il a eu Bruno Silva. Michael Non, 10 et Bruno Silva. C'est ça les deux premiers, je ouais. pense. Hein. Et le tout premier, bah, il l'a mis KO, mais le mec, il l'a lutté. Hein. Il aurait pu le battre à une décision un peu pourrie ou l'étrangler, tu Ouais. vois. Donc Jusqu'au coup de genou jusqu'au sauté. coup de genou sauté, voilà. Andreas Michaelidis. Donc non, au final, ces deux premiers combats, pour moi, il a été testé sur le sol et la lutte. Après, ouais, bah, il a pris Strickland, Adesanya. Mais mm, mm, mm. Ouais, et du coup, Jones aborderait le combat en gaucher alors. Garde ouverte pour attaquer la single tête à l'extérieur, c'est un peu plus simple. Hmm. Alors ça, c'est pour moi un mystère, la garde que va choisir Jones. Je me suis posé la question. Hein. Je me suis posé la question en regardant un petit peu, tu vois, j'ai noté que contre Smith, il privilégiait la garde ouverte. Ouais. Mais en fait, j'ai pas vu de redondance dans le choix des gardes. Des fois, son adversaire va être gaucher, il va se mettre en gaucher. Donc je pense qu'on est quand même sur une stratégie de Jones, et ça j'aime vraiment beaucoup. Il va sélectionner par exemple des techniques, et en fonction de l'adversaire, qu'il soit gaucher ou droitier, il va se mettre en garde ouverte ou en garde fermée. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que le choix de Jones par rapport à sa propre garde, c'est pas choisir fermée ou ouverte. Il n'a pas une préférence par rapport Non. à ça. Il n'a pas une préférence. Moi, je suis droitier ou moi, je suis gaucher. Il est très bon Mm. dans les quatre dynamiques, on va dire. Il est très bon en gaucher contre un gaucher.
en gaucher contre un droitier, en droitier contre un droitier, et en droitier contre un gaucher. Il est bon dans les Exactement. enfin, on va appeler ça les 4 dynamiques. Et j'ai plus l'impression qu'il va se poser la question de, OK, quelle est la dynamique dans laquelle mon adversaire est le moins à l'aise, et il va sélectionner celle-là. Et quand il sait pas, il teste un peu en début de combat, il va passer de gaucher à droitier un peu ici et là, et il va majorer sur la fin du combat la garde dans laquelle lui semble le plus à l'aise par rapport à son adversaire du soir. C'est l'impression que j'ai, parce que comme toi, j'ai essayé de comprendre et il n'y a pas de vraie logique, et je pense que c'est son choix par rapport à voilà, quelle est la dynamique que je vais imposer qui m'ouvrira le plus de chemin vers la victoire et qui fermera le plus de portes à mon adversaire. Ouais, je pense. Et donc ici, contre Pereira, j'ai l'impression que une des grosses armes de Pereira, c'est les low kicks, que ce soit en garde ouverte ou en garde fermée. Mais c'est en garde fermée que les low kicks de Pereira sont les plus percutants. Donc je pense qu'on aurait un Jones qui va privilégier un combat en gaucher. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, tu vois, en boxe, hein, quand tu affrontes quelqu'un en garde ouverte, souvent une des armes, donc bien évidemment, c'est le bras arrière, dans l'axe, mais le crochet avant, c'est une très très bonne arme parce que ton adversaire, a un angle de vision, qu'il n'a pas sur le check hook, tu vois, sur le crochet avant. Et c'est Donc, là où intervient le hand fighting, que Jones utilise beaucoup. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il n'empêche, tu vois. Si t'es en hand fighting comme ça, avec le gars feinte son bras arrière pour monter en crochet, tu vois, t'es là, tu vois pas arriver le coup, tu vois. Ouais, comme tu l'as dit, à chaque bouclier, Ouais. sa façon de le contourner. Donc Donc ça. la garde ouverte avec le hand fighting et contrôler la Mm. main avant, du crochet avant, du coup de Pereira, ça paraît être une bonne idée. C'est pas infaillible pour Non, autant. c'est pas Ça infaillible. n'en devient pas une méthode C'est pas infaillible. infaillible. Donc ça sera sûrement en fonction de lui. Peut-être qu'il privilégiera la garde ouverte pour avoir une meilleure visibilité sur ce crochet du gauche. Mhm. Voilà, et sur cette single leg, il pourra quand même l'attaquer parce que peut-être qu'il sera plus à l'aise en droitier et pouvoir frapper et pousser à la cage et partir après sur une single leg ou sur une mise au sol en fonction de lui, hein, parce que même si d'autres ont échoué avec le body lock, comme on l'a dit, hein, il vient de la Greco, donc c'est Ouais, normalement une de ses spécialités aussi. c'est clair. Mm. C'est clair. Il peut peut-être aussi se dire comme avec les autres, genre il n'a pas réussi, s'est amené à partir du body lock parce que il pense pas à ça, Ouais, il pense pas à ça, ouais, il pense pas à ça, chose que moi je suis capable ouais. de produire avec une haute qualité. Alors, le truc, par contre, donc, j'ai regardé, hein, comme je t'ai dit, sur les takedowns de chez Pereira, j'ai regardé chez Jones et j'avais un peu oublié que sur ces 10 derniers combats, il y avait beaucoup de déchets dans ces takedowns, hein. Beaucoup d'échecs, hein. Ouais. Il a, franchement, son takedown accuracy, sa précision de takedown, elle est pas folle, hein. Non, il va plus à l'usure, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai un des combats que j'ai regardé en entier hier, c'est sa revanche contre Gustafsson, parce que pour moi, ça faisait partie des derniers combats en light Mhm. heavyweight où il s'est montré avec une vraie motivation. Mhm. Et debout, il gère à mort, mais c'est vrai que sur les 2 premiers rounds, les tentatives d'amener au sol, alors Gustafsson a une bonne défense, hein, c'est pas ça, mais elles sont toutes très très loin de réussir, jusqu'à celle du 3e Ouais. round, qui est très belle par contre. Euh, Bah ouais, ouais. Écoute, moi, sur les 4 derniers, donc Reyes, il en attendait 9. Il en a réussi 2. Mhm. Et les 2 qu'il a réussi, c'est au 4e et au 5e round. Ouais. Santos, il en avait tenté une, il l'a raté. Smith, il Ouais. en a tenté 8, il en a réussi 3. Une au 3e round et une au 4e round. Tu vois, quand tu parles d'usure, c'est qu'il faut du temps quand même. Ouais. Et il les a ratés, les autres, avant. Gustafsson, il en a tenté 3. Au premier round, il en a eu aucune. Et il en a tenté 5 au total. Et il n'en a eu qu'une seule au 3e. Ouais. Donc, il y a ça aussi. De l'autre côté, il a intérêt, s'il fait le choix de pouvoir lutter, grappler, il a intérêt à arriver très très sérieux sur sa stratégie. Euh, Parce que je trouve que sur ses tentatives qu'il a fait sur ses combats en light heavyweight, il avait souvent les bras tendus à essayer d'attraper et avec un menton accessible, tu vois. Ouais, Donc c'est ça, il clair. va pas pouvoir se le permettre. Il va devoir, pour moi, mettre un peu de pression, pousser à la cage et à partir de là travailler. Là où pour moi il excelle, tu vois, sur tous ses double legs à la cage, c'est là où il les place habituellement, le mieux, hein. Et puis c'est aussi, tu parlais de Teixeira. Mm.
en début de podcast, la performance qu'il fait contre Teixeira, c'est majoritairement sur du dirty boxing, du clinch à la Ouais. cage. Il est très bon là aussi. Ça pourrait être un chemin pour la victoire pour John Jones. Limiter les plus grosses armes de Pereira qui Ouais. sont toutes à distance, hein, les calf kicks, intérieur-extérieur, son check hook, le jab au corps, les genoux sautés, le switch high kick maintenant. Bah, tout ça, tu sais pas l'envoyer quand tu es au clinch. Par contre, il y a la phase de transition pour arriver Oh là au là. clinch qui reste un danger de te faire connecter. À reculons, en plus, il vient de prouver que si tu avances pour chercher le clinch et qu'il recule à ce moment-là et qu'il y a assez d'ouverture pour placer son crochet, il y a un vrai danger. Mais voilà, tu rentres jamais dans un combat sans danger et certainement pas contre Pereira. Donc, encore une fois, l'étude fera beaucoup du côté de Jones. Mais je pense que voilà, si la lutte ne fonctionne pas au début, passer du temps au clinch à la cage, où il est très fort, ça peut être aussi un chemin pour la victoire pour lui. Je pense. En tout cas, voilà, sur le game plan, je pense quand même que c'est la lutte et le sol qui doivent être privilégiés. Alors peut-être que Jones a vu d'autres choses hein, pour le battre debout, mais franchement, malgré tout le respect que j'ai pour le striking de Jones, je pense que il fera pas le poids, tu vois. Mais encore une fois, c'est est-ce que c'est possible qu'il le batte debout? Oui. Mais c'est pas là où il est favori, Non, du tout. on est d'accord. Si le combat est 100% debout, je donne Alex Pereira largement On est favori d'accord, dans ça ce me combat. rassure, Voilà, on est voilà d'accord. comment le placer. Parlons d'Alex Pereira. Si le combat se fait, comment on l'a déjà dit, hein, Alex Pereira, il a son style. C'est pas quelqu'un qui fait des gros choix stratégiques. Il fait quand même quelques petits ajustements. Je crois qu'il fait beaucoup parler son expérience. Voilà, comment est-ce qu'il doit aborder le combat pour maximiser ses chances de victoire? Ah bah je dirais, hein, comme le précédent, je pense que ça lui réussit bien de mettre de la pression. Ouais. Tu vois, tu disais qu'il est bon en reculant, il l'a montré sur le dernier combat, mais le fait de mettre de la pression pousse les adversaires à un moment donné à surengager, tu vois. Donc Jones gagne ouais, enfin, voilà, donc c'est ça qui s'est cette produit. Ouais. pression-là, elle est super importante. McGregor, il est toujours en train de mettre de la pression. Ce qu'il attend, c'est que tu lances une frappe pour pouvoir reculer et frapper. Donc, c'est Ouais. pas qu'il boxe en reculant, c'est que il boxe sous pression. Hop, et quand à un moment tu te sens trop acculé, tu rentres, tu sais que le gars, à un moment donné, quand il va se sentir trop acculé, il va vouloir faire quelque chose. Tu vois, ça Bah, fait partie des réactions chez les animaux. Soit tu te transis, soit tu t'essayes de fuir, mais quand tu arrives et que tu es bloqué un animal dans un coin où vous avancez, eh bien, il va attaquer, quoi. Donc, c'est c'est le ça. principe. Et Tu le coinces. Mais en fait, pour, c'est très bête ce que je veux dire. C'est très logique, mais quand on se pose pas la question, on s'en rend pas compte. Quand tu combats au milieu, il y a toujours une option. Il y a plein d'options. C'est j'attaque, je cherche à contrer, je vais sur ma gauche, sur ma droite, je recule. Quand tu es mis sous pression, on t'enlève une option qui est souvent la plus utilisée, c'est désengager, reculer. Si tu peux plus reculer, tu n'as plus que 3 options. 4, allez. Soit je reste sur place, je me mets en boule, qui est rarement une bonne option. Soit je vais sur ma gauche, soit je vais sur ma droite, soit je rentre Ouais. dedans. Et donc, typiquement, rentrer dedans, ça peut représenter surengagé. Par crainte, par je me Ouais, sens et puis submergé, etc., etc. surengagé, et puis c'est prévisible. C'est-à-dire que le gars, il va Ouais. sur la gauche, sur la droite, bah, tu te replaces, tu le suis. Si tu supprimes ces deux options, genre, je me déplace juste, et que tu attends juste le moment où il avance, c'est pas du surengagement, entre guillemets, où il avance, bah, c'est prévisible. Donc, t'es sous pression, le gars, il est proche de la cage, tu te replaces, dès qu'il démarre, tu recules, tu frappes, tu vois. Voilà. Meilleur exemple, c'est Eddie Alvarez contre Ouais, je crois que c'est vraiment le meilleur Conor exemple. McGregor. Alors que Eddie Alvarez a souvent été connu comme celui qui avait les meilleurs déplacements latéraux. Hein. Ouais, sauf que Eddie Alvarez, au-delà de ça, le pire, c'est qu'il indique qu'il va envoyer son bras arrière en mettant l'épaule d'abord devant. Mhm. Il a un indicateur comme ça, qui est, donc il est comme ça en train de boxer. Dès que tu le vois faire ça, tu sais qu'il va envoyer son bras arrière. Donc toi, tu es là, tu vois l'épaule, tu dis, ok, vas-y, je suis prêt, je t'attends. Donc il y a ça en plus. Donc là, c'était encore plus prévisible. Ouais, malgré tout, la précision des mouvements de Ah bah McGregor, oui, c'est ah bah exceptionnel. oui, quoi. ça. Le fait de amortir le Mais bras arrière avec son nez, presque. mais il y a rien de magique derrière, tu vois. Il y a pas genre le gars, il a un meilleur tu vois, réflexe, tu vois, c'est genre le gars qui a trop de réflexes. Non, non, c'est juste de la lecture. Il met sous pression, il sait qu'à un moment le gars va envoyer. En plus, à chaque fois qu'il met l'épaule devant, c'est pour envoyer sa droite. Bah, voilà, tu peux partir au moment où tu le vois faire son petit saut, quoi.
Bah exactement. Et en fait, c'est ça, la force de quelqu'un qui travaille très bien à pression et Mm. particulièrement les contreurs agressifs, comme on Mm. les aime les Mm. appeler, c'est que ils sont conscients que au final, t'as plus qu'une Ouais, option, que l'option de te déplacer sur ma gauche ou sur ma droite, c'est pas grave pour moi, c'est pas une attaque. Donc au pire, je me repositionne. Au pire, je dois refaire tout le trajet pour te remettre mm, à la mm, cage. Le seul truc auquel je vais être attentif, c'est quand toi tu rentres. Est-ce que tu rentres avec de l'anglaise? Est-ce que tu rentres dans mes jambes? Et mm. sur base de ça, je dois avoir mes C'est réponses. clair, c'est clair. Donc voilà, pour moi, ce serait plutôt la première option, de pouvoir mettre sous pression. Euh, je le vois, ouais, une pression lente, utiliser son jab. Ouais, les kicks, hein, forcément, les calf kicks, je vois pas trop d'adaptation à faire, tu vois, pour Alex Pereira. Je suis même pas sûr qu'il en fasse beaucoup. Si ce n'est cette défense de single leg où il s'est fait mettre 4 fois au sol, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mhm. Ouais, et là c'est peut-être là où l'étude doit être faite. C'est ok, quand Jones rate ses tentatives d'amener au sol, comment ça se passe? Et je pense que Gustafsson, par exemple, dans la revanche, il y a vraiment beaucoup à apprendre. Tu vois, je recule, je mets ma deuxième ligne de défense, je défends beaucoup avec des frames, mes avant-bras, je Mhm. recule mes hanches, je les rends pas disponibles, puis je repositionne ma tête et j'essaye de séparer l'action au plus vite. Mhm. Ça, c'est peut-être le gros truc à faire pour Alex Pereira, c'est ne pas juste défendre l'amener au sol dans le sens, une défense d'amener au sol contre John Jones, c'est pas, il m'a pas amené au sol, c'est je sépare l'action. Ouais, ouais, C'est l'étape en plus. Ça, je pense que c'est le point important. je pense, ouais. Je pense qu'il doit frapper aussi, tu vois, parce qu'il y a séparé l'action. Mais je pense que le choix de la single leg tête extérieure, c'est parce que il est capable de frapper puissamment si tu mets la tête à l'intérieur avec les coudes. Et les adversaires ont quand même cette peur de rentrer au clinch et de se prendre une puissance de frappe, tu vois. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est... Imagine, il nous fait une Jean Silva contre Charles Jourdain. J'en profite parce que j'ai trouvé ça superbe. Défense de single, sortir la jambe, Oh, remonter avec l'hypercut, l'hypercut il derrière. était phénoménal. Il était phénoménal. Invisible et tout, Ouais, c'est assez incroyable, c'est clair. ouais, c'est superbe, C'est superbe. clair. Mais ouais, je pense en tout cas pour Alex Pereira que ça doit être là-dessus. Donc continuer sa progression sur la défense. Au niveau des déplacements, parce que on en a souvent parlé hein, sur la défense des takedowns, t'as pas besoin enfin tu peux les défendre juste par ta manière de te positionner, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que à la fin du combat, le gars aura tenté zéro takedown et alors que c'était son game plan et juste en fonction de comment est placé, il n'y a pas d'ouverture. ouais. Donc, par contre, ça, j'ai du mal à voir Alex Pereira être capable de pouvoir se déplacer pour empêcher les rentrées. J'ai vraiment du mal à le voir faire ça. Ouais, d'autant plus que celui qui est vraiment excellentissime pour ça, c'est Gann, et il n'y est pas arrivé contre Ouais, Jones. ouais, Gann, c'est vraiment ça, parce que c'est comme ça qu'on le disait. Normalement, tu rentres dans un combat contre Cyril Gann, tu dois avoir la lutte dans ta stratégie. Bon, ouais. peut-être à l'exception de certains de ses précédents adversaires comme Junior Dos Santos, mais beaucoup de ses adversaires auraient dû rentrer contre Gann avec je vais l'amener au sol, je dois au moins essayer de l'amener au sol. Et le fait que avant de rencontrer Ngannou, il y avait très très peu de tentatives sur lui, c'est parce qu'en fait, tu es dans le combat et tu vois aucune ouverture pour même tenter cet amener au sol. Ouais, mais c'est surtout quand il est très très bon pour empêcher les tentatives euh, de mise au sol qui sont sans contre-réactif, tu vois. C'est Donc ça, c'est ça. Les seules entrées que tu as contre c'est Cyril, c'est sur ses en frappes. contre. Ouais, c'est ça, en C'est en réaction. réaction. Tu saisis une jambe ou t'encaisses un high kick et puis bah, c'est sur ton épaule, hein, comme l'a Ouais. fait Ngannou. Il envoie une droite, tu glisses le long du bras et puis bah tu vas accrocher son corps. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc pour moi, Alex Pereira, il doit vraiment travailler sur sa défense de lutte et se replacer directement au centre et Mhm. retravailler lentement, lentement, lentement. On sera sur un 5 rounds. Il a montré qu'il était capable de mettre KO à la fin. C'est clair que si Jones fait le choix de partir sur la lutte et du grappling, plus le combat va avancer, plus ça va être difficile pour lui et plus il sera ouvert à un potentiel KO. Mhm. Donc voilà, pour moi, Pereira, ça doit être sa stratégie. Avancer, avancer, Ouais. chercher à le boxer, défendre les amener au sol. Pas donner sa vie, hein, tu vois, mais vraiment défendre comme il l'a fait, reprendre son temps pour se relever et, euh, et surtout pas mettre les épaules au sol. Surtout ne pas mettre les épaules au sol, parce qu'il y a quand même pas mal
Tu vois, dans ces combats, quand il se fait mettre au sol, je trouve qu'il y a des choses qui sont euh, face à un Jones, ça va être, Non, ouais, c'est ça. voilà, ça va être très C'est très ça le truc. compliqué, Face à quoi. un Jones, Jones a trouvé son Ah chemin ouais. vers le Donc finish. il y a un gros travail à faire, réétudier ces combats, se dire là, si je fais ça, Jones il va l'exploiter, c'est pas possible. Mm. Euh, et regarder Jones où est-ce qu'il est moins à l'aise. Euh, voilà, tu vois, genre comme frapper, peut-être que ça va le perturber plutôt que de vouloir rentrer au corps, remettre de la distance avec les frames comme tu le disais. À la cage, qu'est-ce qu'il aime pas? Est-ce qu'il aime pas quand t'as les underhooks? Pour moi, ça va vraiment être une étude plutôt technique. Bah, au final, des deux Ouais. côtés, hein. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mm, Ça demandera beaucoup d'études et beaucoup de mm, préparation mm, de part et d'autre. Bon, bah, on en arrive au. On va poser la question de cette manière-là, hein. Si on devait établir des codes de paris, à combien les mettrions-nous? mm. J'ai vu, je crois, la sueur avait posté le fait que Pereira serait Ultra? ultra Ah ouais? underdog. Ah ouais, attends, j'ai essayé de retrouver rapidement. Si. Ah, je suis sur le edge. Mais je crois que c'était au-dessus du 80-20, quoi. Mais non. Je te jure. J'ai essayé de retrouver Au-dessus le du temps que. 80-20? Bah écoute, moi, je t'avoue que Ah, ils postent tellement la sueur, c'est abusé, oh, ils sont actifs, hein. non. Mhm. Moi, je vois quand même Pereira avoir un peu plus de chance, hein. 1,13. John Jones est à Ah, 1,13, Pereira est à 6. oh, Ça fait quoi ça? Ouais, c'est 90 en fait. 90. Ah ouais. Ah non, attends. 80, ouais, 85-15 plutôt. Ouais, moi je trouve ça beaucoup trop. C'est entre 80-20 et 85-15. Et moi, je trouve ça très chaud aussi. Mm. Alors, non, moi je vois Jones favori, hein, ça c'est sûr. Oui, bien C'est sûr. sûr, bien sûr. Euh, Mais moi, j'étais plus sur un 70-30. ouais, même 65-35, tu vois. Ok, ouais. Je... Pour moi, il y a vraiment quand même beaucoup de... Comment dire ça? Beaucoup d'interrogations quand même sur Jones, sur son sérieux, sur sa qualité de vie surtout. Ouais, ouais, ouais. Sur sa qualité de vie, sur ce genre de choses. Il y a toujours... Retour de blessure, enfin, ça paraît bête, Ouais, mais t'en as un qui est ultra actif depuis son arrivée en MMA, tout simplement, qui a l'air de bien s'entraîner, de quasi jamais être mm, blessé, et même quand il est blessé, bah, il combat. ouais. Et de l'autre Le côté, retour, John ouais. Jones qui, ouais, ouais, Le retour de blessure, là qui commence un peu à chipoter sur l'adversité, tu vois. C'est ouais, questionnant. Euh, Tu vois, c'est être trop cérébral. Est-ce qu'à un moment donné, être trop cérébral, c'est pas un peu oublier bah, tout ce qui a fait son niveau, d'être vicieux, d'être là pour faire mal, tu vois. Est-ce que ouais. ça peut pas à un moment donné bah, lui coûter cher, tu vois. C'est Mhm. bien d'être cérébral, mais c'est un combat, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça commence à pas aller dans son sens, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que instinct contre instinct, qu'est-ce qui se Ah bah, passe instinct si contre on arrive ouais, dans cette... instinct contre instinct, ouais. je pense que Pereira, il va trouver l'ouverture, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et puis il y a le Chama magique aussi, qui rajoute 5%. Ouais, ouais. Non, mais Après, en fait, c'est comme ça que de je le l'autre vois. côté, il y a la loi de l'attraction, tu vois, ça va être... Ouais, en fait, c'est dans partie, allez, d'un point de vue purement compétence, technique, stratégique, je crois que le 70-30 est Ouais, justifié. ouais, ouais. Et après, tu as les à côté. Encore une fois, tu vois, on en avait discuté en off, tu vois, on considère les X facteurs Mm, et mm, vers où on arrondit, on va dire. mm, Et donc, c'est vrai que si on doit arrondir, à cause des les X facteurs vont à l'avantage de Alex mm. Pereira. Ouais, ouais. L'activité, le fait qu'il prend tout au sérieux, que il n'a pas de contre-performance, Alex Pereira, je trouve. Non. Même sa défaite contre Adesanya, ben, c'est un superbe KO d'Adesanya, mais tout le monde n'est pas capable de réaliser ça. Non. Et cette séquence-là, lui, était pas loin aussi de trouver Et même, son et finish. Et même donc, Adesanya, je suis pas sûr qu'il soit capable de reproduire ça, tu vois. exact, exact. Enfin, Donc, Pereira, il n'y a pas de question. Alors que Jones, effectivement, il y a beaucoup de questions. Il a été irrégulier dans sa mm, carrière. Ça dépend beaucoup de sa motivation. Sa communication actuelle, on a l'impression qu'il cherche le combat le plus accessible pour mm. lui. Voilà, donc on pourrait effectivement rajouter un petit 5% du côté de Pereira et se rapprocher de ce que toi tu dis, alors 65-35. Ouais, ouais, ouais. Donc,
ça en dit long quand même. Ça veut dire qu'on donne entre 30 et 35% de chance à Pereira non seulement de battre le GOAT, mais de devenir le premier à avoir des ceintures dans 3 divisions différentes, qui sont les divisions avec le plus gros gap de poids. C'est-à-dire qu'il aurait été champion en 84 et en 120. Ouais. Alors, je suis peut-être un peu influencé, hein, clairement, mais ça serait fou. Mais en tout cas, si ce combat m'intéresse, c'est notamment parce que je vois quand même un peu de chance, tu vois, du côté de Pereira, tu vois. Un peu de chance. Si c'est plié d'avance, bon, voilà, pour organiser un combat où on connaît quasi déjà le vainqueur, tu vois. Et on est obligé de parler de ça, parce on a teasé en début de podcast, tu disais que c'était le combat le plus accessible. Ouais. Par rapport à qui? Par rapport à quelle liste? Par rapport à ceux qui ont, entre guillemets, la ceinture des poids lourds, tu vois. Aspinall. Donc pour moi, c'est entre Aspinall et Jones. Entre Aspinall et Jones, ouais. Ouais, ok. Je vois Aspinall quand même meilleur, tu vois. Ça me fait mal de le dire. Meilleur que Jones ou d'un point de vue stylistique? Meilleur que Jones actuellement, ouais. En poids lourd, ouais. Je le vois meilleur que Jones, ouais. Wow. Ah ouais. Toi, tu vois Jones? J'ai pas réfléchi, j'y ai pas réfléchi. Je pense sincèrement, je l'ai peut-être déjà dit dans un live. Je pense que si le combat a lieu entre Jones et Aspinall, clairement, on est proche d'un 50-50. Ah, mais Aspinall, c'est un vrai poids lourd. C'est un vrai poids lourd. Il s'est toujours entraîné avec des poids lourds. Il fait ça depuis qu'il est gosse. Il a pas peur d'échanger. Le problème des ascensions rapides comme Aspinall, c'est que des fois, on se dit à la fin, ah mais en fait non, le mec était juste incroyable, tu vois. Et puis à un moment donné, il tombe sur un os et on se dit ah il a eu de la chance sur son parcours, tu vois, comme un Dos Santos, non, Junior Dos Santos qui avait fait que des KO et puis après maintenant c'est un peu la cata quand on a compris son point faible. Mais plus ça avance, plus je me dis que non, Aspinall est peut-être le futur GOAT des poids lourds, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus des déplacements, en plus de son anglaise, il a son solde, et puis il a une très bonne lutte, et il fait ça depuis qu'il est gosse. À ce point-là, tu vois, c'est... Voilà, c'est à voir. Non, mais je suis d'accord. C'est vrai que là-dessus, entre Jones et Aspinall, ça me demandera peut-être plus d'études, mais pour Pereira, je pense que Jones est plus accessible que Aspinall. Mais c'est parce que les styles font les combats aussi. Ouais. Après, voilà. Hein, par rapport à Ankalaev, je pense qu'Ankalaev est plus accessible encore que les deux, que Jones et Aspinall. Pour Pereira. Ouais, faudrait que je rafraîchisse un petit peu la mémoire avec Ankalaev. Ouais, déjà ne fût-ce que pour la catégorie de poids, mais je peux, même d'un point de vue style, je peux pas mettre Ankalaev sur les compétences de Jones ou de Aspinall, tout simplement. Non, c'est sûr. Ouais. Parfait. Bon. Presque une heure sur un combat hypothétique, mais qu'est-ce que j'espère que ce soit ça. Franchement, oui. Les amis, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, hein, un petit peu de tout ça, de ce combat, du pourcentage, si on est à côté de la plaque, si vous êtes d'accord avec nous. Enfin voilà, hein, nous on en discute à deux, mais moi je suis vraiment intéressé de savoir tout ça, tu vois. Je serais très surpris que des gens disent non, moi je préfère Ankalaev contre Pereira que Jones contre Pereira. Je serais très surpris. Après, mettez un argument si vous voulez. Hein, mais... Sportivement, ça s'entend. Oui, clairement. Mais d'un point de vue fan, voilà, si on te donne, tu penses pas au classement, tu dis ok. Et même sportivement, au final, Pereira avec le parcours qu'il a, le fait qu'il ait une chance pour la ceinture dans la KT au-dessus, ça me dégoûterait pas. Et en fait, le seul truc, moi, c'est que l'UFC, ils ont un monopole de dingue, donc ils ont un pouvoir de malade, donc ils peuvent organiser quasi tous les combats qu'ils veulent sans même appeler, sans même envoyer de contrat. On a déjà eu beaucoup de cas où ils annoncent un combat avant même d'envoyer les contrats. Avec Jones, je pense que Jones est un des rares combattants à avoir un certain levier de négociation avec l'UFC et pourrait du coup dire non à ça. Ouais. Parce que je pense que si Jones n'avait pas, si Jones était comme un autre combattant, bon, le combat nous intéresserait moins, mais l'UFC ferait ce combat. Je pense que là, l'UFC va quand même appeler Jones et Pereira pour essayer de le faire. D'office. Ce serait une erreur de leur part de ne pas essayer de le faire. Bien sûr, ils ont tout à gagner. Jones, c'est entre guillemets, selon les bookmakers, une victoire facile. Il y a tout le narratif autour du premier triple champion de l'UFC, tu vois.
Si Pereira gagne, mais alors laisse tomber, ça va être stratosphérique la suite, tu vois. Ah ouais. Et puis bah derrière, s'il perd, bon bah ils peuvent encore organiser avec Ankalaev, c'est pas un problème, le Exact. reconstruire. Et Jones, bah voilà, s'il gagne facilement, et bien on le met contre un poids lourd, un Stipe Miocic, ou peut-être que ça lui donnera la confiance d'aller se battre contre Aspinall, tu vois. Peut-être, ouais. Oh, ouais. Ouais, vraiment, c'est l'option qui ouvre le plus de portes. Sportivement parlant, au final, Mais- c'est l'option qui ouvre le plus de portes. Mais oui, et le plus de business Ouais, aussi, ouais. ça ouvre le plus de portes, et par conséquent, le plus de business, parce que même Jones qui gagne et qui prend sa retraite, après, t'as Aspinall ou Blades qui devient le champion, et puis t'as une liste de contenders qui arrive, donc la division poids lourd, elle reste intéressante, et Pereira, ben, tu redescends en light heavyweight, il garde son star power, parce que, mec, t'as perdu dans la division supérieure, 2 divisions au-dessus de celle où t'as commencé en MMA, contre le GOAT, il n'y a pas de honte à ça, tu redescends, tu vas défendre ton titre contre Ankalaev, ça va vendre. Donc, Clairement. ouais, c'est le combat à faire. On est d'accord. Brian, merci pour ton excellente préparation comme d'habitude. J'ai vraiment kiffé de chez Kiffé cet échange et on arrête maintenant comme ça fait pile 1 heure.